Merci. Bonjour à tous. Je m'appelle Joël Guillon. J'ai été 10 ans éducateur pour délinquants. Bon, ça ne marche pas, mais ça va aller. On est toujours travaillé pour la technique. Donc, très rapidement, 10 ans éducateur pour délinquants, puis je me suis reconverti dans la vente parce que j'étais un peu timide. À 30 ans, c'était ma femme qui demandait un pantalon pour moi dans les magasins. Je me suis dit, je ne vais pas finir ma vie comme ça. Donc, j'ai fait de la vente en porte-à-porte pour me soigner. Et puis ensuite, j'ai une carrière de vendeur en entreprise où j'ai occupé tous les postes jusqu'à directeur général. Et puis maintenant, je suis indépendant depuis plus de 20 ans. Et j'ai écrit 2 ouvrages, le premier sur la vente, puisque c'était mon domaine d'expérience, qui a été préfacé par Isaac Gates, et le deuxième qui va paraître la semaine prochaine sur le mode opératoire identitaire itératif, qui est l'expression de votre intuition et de votre génie créatif. Et lui, il a été préfacé par Robert Dills, qui est le numéro 3 mondial de la PNL. Voilà pour me présenter rapidement. Alors, on va parler donc du mode opératoire dans lequel vous êtes en excellence, en maîtrise et en excellence. La police sait que vous avez ce mode opératoire, ce mode d'action dans lequel vous êtes en maîtrise et en excellence. C'est comme ça qu'elle repère les criminels en série. Ils opèrent toujours de la même manière, sans s'en rendre compte, sans en avoir conscience. Et pour la police, c'est une empreinte. Elle sait, la police, que ce mode opératoire que vous possédez tous, c'est comme une empreinte, qu'il n'y en a pas de pareil. Le problème, c'est que vous ne savez pas que vous l'avez, puisque ça fait partie de votre inconscient cognitif. Alors, l'inconscient cognitif, pour les neurosciences, c'est 99% de votre savoir. Le 1% qui reste, c'est ce que vous avez quand vous avez conscience de ce que vous savez. Mais vous savez 99% de plus que vous ne savez pas que vous savez. Donc, ce mode opératoire, dans les entreprises, on peut toujours rêver. Si chacun était à sa place, si chacun pouvait mettre en œuvre son mode d'action dans lequel il en maîtrise en excellence et qu'il y prenait beaucoup de plaisir, qu'il était élégant, efficace, fluide et qu'il s'amusait beaucoup. Si chacun reconnaissait l'excellence de chacun, si chacun pouvait de cette manière créer de la bienveillance pour lui et pour les autres et de l'efficacité collective, évidemment, c'est un rêve, mais ça n'est pas un rêve. Ça a été réalisé dans certaines entreprises françaises où les 250 salariés ont découvert leur mode opératoire, où ça a créé de la bienveillance dans les équipes, où tout le monde était plus efficace. Alors, les DRH ont peur de ça en général, parce qu'ils disent, si on dit à chacun quelle est son excellence, on va avoir plein de réclamations, ils vont vouloir des salaires mirobolants, etc. Et sachez que c'est l'inverse. Quand un salarié, au lieu de travailler, œuvre avec plaisir et efficacité, quand il peut être créatif dans son activité, évidemment, il est bien plus heureux et c'est rare qu'il réclame des augmentations de salaire. Ça arrive, bien sûr, mais ce n'est pas la principale motivation des salariés. La principale, et celui qui m'a précédé l'a bien dit, aujourd'hui, les gens veulent prendre du plaisir dans le travail, veulent être créatifs. Or, ce mode opératoire est vraiment l'expression de votre intuition, de votre génie créatif. Il faut savoir que votre cerveau fonctionne à 100% en permanence, il ne s'économise jamais. On ne peut pas s'empêcher de penser. C'est l'équivalent en consommation électrique d'une ampoule de 25 watts. Quand on dit qu'on est une lumière, c'est des fois vrai. Hein. Ce processus-là, vous savez combien on a de neurones dans le cerveau? On a entre 80 et 100 milliards de neurones qui fonctionnent à la perfection. Ils ont simulé sur ordinateur au Japon les plus puissants
pendant 1 seconde d'activité du cerveau, c'est-à-dire traiter toutes les informations qu'un cerveau traite en 1 seconde. Vous savez combien les ordinateurs ont mis? Ils ont mis 40 minutes. Alors, je vais y arriver. Voilà. Donc, on a dans notre cerveau une grande puissance, mais qui se passe beaucoup en backup. C'est Laborie qui dit qu'on s'est construit une somme d'automatismes et que les automatismes, c'est vraiment considérable et que la conscience, c'est l'écume de ces automatismes. Donc, ce mode opératoire se déclenche toujours en fonction d'un contexte et d'un objectif. Vous avez appris à monter à vélo, ça a été dur, ça a été laborieux, mais une fois que vous savez monter en vélo, c'est pour la vie. C'est inscrit dans ce qu'on appelle votre mémoire procédurale, qui est la mémoire de l'action. Avantage, c'est que quand vous montez sur un vélo, vous ne posez plus la question « Comment je fais pour tenir sur cet engin ?» Inconvénient, c'est que je n'ai plus les mots pour dire comment je fais. Essayez d'expliquer à un enfant comment on peut tenir sur un vélo, uniquement avec des mots, il n'est pas prêt d'apprendre. Donc, cette mémoire de l'action, cette mémoire procédurale, tout au long de votre enfance, de 3 à 16 ans, vous avez construit un mode opératoire qui est absolument unique, qui est un mélange de talent, de personnalité, d'enseignements reçus et d'expériences heureuses et malheureuses. On ne peut rien retirer de son enfance, ni un événement heureux, ni un événement malheureux, sinon votre mode opératoire serait différent. C'est la conjugaison de tous ces éléments, votre personnalité propre impactée par l'environnement de manière heureuse et malheureuse, qui fait que vous avez en retour construit un mode opératoire absolument unique. Et c'est en place à 16 ans. Donc ce mode opératoire, il reste toute la vie. On n'en a qu'un seul. Alors il y en a plein qui me disent, on n'en a qu'un seul. Oh, ben oui, on n'a qu'une tête, on n'a qu'un cœur. Sinon, ça serait embêtant. On aurait 2 cœurs, ça serait un peu le foutoir. Donc c'est un moteur d'action. C'est l'avantage du moteur d'action, c'est qu'il se déclenche en situation. Quand je monte sur un vélo, je ne réfléchis pas à comment je fais pour pédaler. Et quand je descends du vélo, je ne pédale plus. Ça veut dire que ça se déclenche en fonction du contexte et en fonction d'un objectif. Ce métaprocessus dans lequel vous êtes vraiment en maîtrise, en excellence, se déclenche vraiment quand vous êtes dans le bon contexte. En général, dans les entreprises, le recrutement est relativement bien fait et on met toujours les gens à peu près à la bonne place. Ils se régalent. Et puis, vous savez que les entreprises, ça bouge. 3 ans après, il y a un manager qui dit « Ah, toi, tu devrais aller là. » Et puis là, la personne, elle commence à plus se sentir bien. Elle n'est plus dans le bon contexte. Elle commence à déprimer. Les autres commencent à la regarder de travers en disant « Celui-là, il n'est pas très doué. » Et on va tout droit vers le burn-out. L'idée, c'est d'être dans le bon contexte. L'entreprise où j'ai fait pour les 250 salariés, il y en avait 5 qui n'étaient pas à la bonne place. Et il n'y avait pas la place pour eux dans l'entreprise. Ils étaient déjà mal. Mais ça a été un constat tranquille, puisqu'on a révélé en quoi ils étaient le meilleur. Donc ils n'étaient plus regardés comme nuls par l'entreprise ni par leurs collègues. Et l'entreprise les a aidés à trouver un emploi ailleurs, puisqu'ils savaient ce qu'ils avaient besoin comme contexte, ils savaient ce qu'ils cherchaient comme poste, et ils savaient ce qu'ils cherchaient comme employeur. Et ils ont mis 3-4 mois en moyenne pour trouver. On les a aidés à trouver, parce que quand on sait ce qu'on cherche, quand on peut décrire « voilà comment je fonctionne », pour un employeur, c'est très précieux, puisqu'il sait tout de suite si vous êtes fait pour le poste ou pas. Donc, ce mode opératoire, le fait de le révéler en équipe, en général, les gens sont toujours à la fois, ils sentent que c'est juste, mais en même temps, ils trouvent que ça n'a pas de valeur. Ils banalisent complètement. C'est les collègues qui font « ouais, ouais, ouais ».
Parce que les autres ont perçu intuitivement comment je fonctionne, mais ils n'ont pas toujours compris. Et le fait de mettre des mots sur le fonctionnement de quelqu'un dont je ne comprends pas le fonctionnement, ben, je reconnais que c'est bien lui, et je reconnais, ah, je comprends comment il fonctionne. Ce qui fait que ça supprime plein de malentendus et de jugements erronés sur les autres. Et puis quand on se répartit les tâches, à la direction marketing, on avait réparti les tâches de 20 personnes sur 30 projets de l'année suivante. Ben, ça s'est fait en une journée. C'était évident qu'un tel était responsable de ça, c'était un tel qui était responsable d'un autre chapitre. Il n'y avait plus cette question, pourquoi lui et pas moi? Chacun était à sa place. Et l'entreprise faisait partie d'un groupe, d'une holding finlandaise qui avait fait faire une enquête auprès des 250 salariés. Et ce qui en est ressorti, c'est qu'il y avait vraiment beaucoup de bienveillance et beaucoup d'efficacité collective. Alors, ce mode opératoire donc, se déclenche en fonction d'un contexte. Et quand c'est ce mode opératoire qui consiste à vouloir changer une réalité et obtenir un changement de cette réalité. Tout d'un coup, vous avez envie d'entrer en action. Eh bien, qu'est-ce que vous commencez par faire? Ben, vous commencez par collecter, regarder cette réalité et collecter un certain nombre d'informations. Mais qu'est-ce que vous regardez? Et là, vous regardez 1% en taux de conscience. La conscience, c'est quand je mets des mots sur ce que je vois, ce que je sens, ce que je comprends. Quand je ne mets pas de mots, j'appelle ça l'intuition. Les scientifiques appellent ça l'inconscient cognitif. 99% sans les mots, ben je capte plein de choses, mais sans les mots. D'ailleurs, quand on est plusieurs à causer, il y en a un qui s'en va, on dit « Waouh, t'as vu, il avait ceci, il avait cela ». On en a pas parlé, mais on a tout capté sur son état émotionnel, par exemple. Donc, vous captez 99% d'informations. Pourquoi cette différence? C'est parce que ça ne fonctionne pas à la même vitesse. La conscience fonctionne à 3 ou 4 mots par seconde. Vous savez combien vos neurones font d'opérations à la seconde? Vous allez attention, hein, vous êtes puissant. Vous faites 100 millions de milliards d'opérations à la seconde. 100 millions de milliards d'opérations à la seconde. On comprend que vous captez beaucoup plus d'informations sans les mots qu'avec les mots qui fonctionnent à 3 ou 4 mots à la seconde. Et donc, mais quelles sont les informations que vous avez collectées? Il y en a qui collectent des émotions, d'autres des interactions, d'autres des chiffres, d'autres de la stratégie, d'autres de la communication, d'autres de la pédagogie. Chacun va collecter à sa manière. Mais on a tous cultivé une acuité de perception sur des infrasignaux que les autres ne perçoivent pas. J'ai eu un client qui, quand il écoutait la voix de quelqu'un, il pouvait dire « cette personne a eu un problème à tel âge ». Il n'y connaissait pas la nature du problème, mais il savait qu'elle avait eu ce problème. Si j'essaie de faire pareil, ben évidemment, j'y arrive pas. En ce qui me concerne, moi, j'ai cultivé une acuité de perception sur les processus d'action. Mais ça, c'est né de mon histoire. J'ai perdu ma mère, j'avais 9 ans. Mon père s'est remarié avec une femme hystérique au sens psychiatrique du terme. Pas suffisamment folle pour être enfermée, mais suffisamment pour m'enfermer moi. Donc quand vous êtes enfermé comme ça, jeune, pas d'habits, pas d'argent, rien le droit de faire, j'étais condamné à l'inaction. La seule possibilité d'action que j'avais, c'était de regarder les autres agir. Ben, j'ai cultivé une acuité de perception sur les processus d'action des autres. Intellectuellement, je peux dire merci à ma belle-mère. Émotionnellement, c'est un peu plus difficile. Mais si je n'avais pas vécu ça, je n'aurais pas cette expertise aujourd'hui. Ce qui fait, quand on regarde tout son parcours, qu'on comprend comment on a construit ce mode opératoire, ben on regarde tout son parcours avec ses champs de bonheur et ses champs de douleur, avec beaucoup plus de sérénité et beaucoup plus, je dirais, d'émotions tranquilles. Donc, en entreprise, c'est toujours efficace, mais quand on révèle aux gens leur mode opératoire, des fois, ils sont dans la négation. J'en ai un, par exemple, je lui dis, vous êtes un démineur de conflit. Il me dit, non, je suis ingénieur.
Donc, mais 3 mois après, au comité directeur, ils commençaient à s'engueuler, mais fortement sur une décision. Puis ils se sont rappelés qu'ils avaient un démineur de conflit, donc ils l'ont fait venir. Et effectivement, 5 minutes après, ils ne s'engueulaient plus. Donc, il avait l'art vraiment de déminer les conflits. J'en avais un, lui, il disait « Je ne suis pas bien dans cette entreprise ». Parce qu'il enquiquinait tout le monde. Il était rejeté plus ou moins par tout le monde. Parce que son mode opératoire en lui, c'était de définir des critères de décision d'une manière extrêmement fine et de pondérer tous les critères les uns par rapport aux autres. Mais il le faisait pour toutes les décisions, même les plus anodines. Et donc il enquiquinait tout le monde. Quand il ne savait même pas qu'il faisait ça. Quand il a compris qu'il faisait ça, quand les autres ont compris qu'il faisait ça, ben, il s'est arrêté de le faire pour toutes les petites décisions. Par contre, pour les décisions fort en jeu pour l'entreprise, notamment aux achats, il est devenu vraiment un indispensable, puisqu'il était capable, sur des décisions fort en jeu complexes, de définir tous les paramètres, tous les critères qui participaient à la prise de décision, de pondérer ces critères et donc de préparer la bonne décision. On voit bien que chez les gens, c'est très varié, il n'y en a pas de pareil, et c'est vraiment là qu'on est unique. Et une fois qu'on a identifié son mode opératoire, ça aide les autres à mieux travailler avec nous. Des managers ont récupéré leur autorité. Il y avait un manager au marketing, il dit il n'était pas compris de son équipe. Parce qu'il avait un mode opératoire extrêmement complexe et un peu tordu dans la vision de ses subordonnés. Puis après, quand ils ont compris comment il fonctionnait, ben là, il a récupéré son autorité sans problème. Dire voilà comment je fonctionne, je ne vais pas dire voilà mon action, mais voilà comment je fonctionne, aide les autres à mieux travailler avec moi et je peux mieux travailler avec les autres en retour. Je ne sais pas si j'ai passé le temps. Où j'en suis au niveau du temps? Il me reste du temps ou pas? Je ne sais pas. Non, ça va être fini bientôt. Donc, j'ai plein d'anecdotes, bien sûr, à raconter sur le sujet. Si vous voulez avoir des renseignements, je vais vous en dire un peu plus. Ce que je peux dire, c'est que la façon dont vous mémorisez, là aussi, si vous regardez les gens qui prennent des notes, ceux qui n'en prennent pas, il n'y en a pas deux qui prennent des notes de la même façon. En général, on n'est pas très fiers de ces notes parce qu'elles ne sont pas académiques. Mais essayez de comprendre en quoi vos notes sont extrêmement intelligentes dans votre processus. Parce qu'elles sont extrêmement intelligentes dans votre processus. Je vous donne un exemple. Il y a des gens, ils prennent des notes dans tous les sens. Dans tous les sens. C'est très intelligent pour eux. Alors en quoi c'est intelligent pour eux? C'est parce que au moment où ils collectent l'information, c'est trop tôt pour eux pour hiérarchiser l'information. S'ils prennent des notes de haut en bas de la feuille, c'est une hiérarchie. Donc, il ne faut pas mémoriser en hiérarchisant, il la met dans tous les sens, ce qui fait qu'ils mémorisent sans vraiment hiérarchiser l'information collectée. C'est plus tard, dans la partie analyse, qu'ils vont faire émerger la structure et le sens et hiérarchiser l'information. Donc, mémoriser, c'est aussi votre façon d'apprendre. J'ai des jeunes, je le fais parfois avec des jeunes en présence des parents. Un jeune comme ça, il avait 5 sur 20 dans toutes les matières. Mais en fait, il était extrêmement obéissant. Il prenait des notes de manière très académique, elles étaient parfaites. Il faisait des synthèses parfaites, mais il ne retenait rien. Parce que son mode d'apprentissage à lui, c'était « je ne crois pas ce que me dit l'adulte ». Je note, si je me laisse aller, je note tous mes doutes, toutes mes questions. Je ne demande rien à l'adulte, je vais enquêter, et quand j'ai fini, ben, j'en sais 10 fois plus. Donc, le conseil que je vais donner, c'est maintenant en classe, tu arrêtes de prendre des notes de façon académique. Tu notes uniquement tes doutes et tes questions, et après tu te débrouilles. Eh bien, en 3 mois, ces notes sont passées de 5 à 15. C'était sa manière d'apprendre. Et je le fais en présence des parents parce que ça aide les parents à comprendre le fonctionnement et le mode d'apprentissage, de mémorisation de leur ado, et en général, ils en sont fiers à la sortie. Parce que
on est tous pareils, on veut aider nos enfants, nos ados. On donne des bons conseils qui sont des conseils académiques, qui ne sont pas forcément leur mode à eux. Donc, en analyse, il vous manque quand même 99% de mots pour faire l'analyse. Alors, comment ça se passe? Ben, mon prédécesseur vous l'a décrit. Quand vous dormez, quand vous conduisez, ben, ça travaille en backup, c'est-à-dire la conscience doit lâcher prise. Et le résultat, à un moment donné, eureka, vous avez compris. Ensuite, vous passez à la créativité, c'est-à-dire vous créez des solutions. Et ensuite, vous allez passer à l'action. Donc, on voit bien que l'action est, je dirais, l'apparition, la conclusion de tout un processus extrêmement complexe que vous mettez en œuvre systématiquement sans vous en rendre compte. Et ce processus, une fois amené à la conscience, vous permet de mieux choisir justement les contextes, les objectifs ou la vision de votre entreprise. Donc, plein de questions. Je vous répondrai à la sortie, si vous voulez, puisqu'on est pris par le temps, c'est ça. Donc, je vous remercie de votre attention.